pour les quelques minutes de retard pour cette première conférence. Donc, je me présente, Béatrice Mayen, directrice adjointe de l'agriculture et de l'eau et chef du service eau et risques naturels. Je serai chargée d'animer cette conférence, mais donc je remercie les intervenants qui participent à cette conférence. Donc tout d'abord, Madame Bénédicte Martin, qui est conseillère régionale et présidente de la commission agriculture à la région Sud. Également André Bernard, donc président de la Chambre régionale d'agriculture, qui nous rejoindra d'ici peu. Et également donc, plusieurs partenaires qui travaillent à nos côtés sur ce sujet important qui est l'hydraulique agricole en région. Madame Anna Morisset, qui est chargée de mission au service eau et risques naturels à la région, qui vous présentera une démarche importante qui est l'étude ProHydra. Également donc, deux témoignages de gestionnaires, donc Benoît Moreau, qui est directeur à la Société du Canal de Provence, et Sandrine Pignard, directrice du Canal de Carpentras, et Philippe Pierron, qui est chef d'unité à l'Agence de l'eau. Voilà, donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Bénédicte Martin qui va nous introduire cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous, et puis j'accueille le président de la Chambre régionale d'agriculture qui franchit la porte, André Bernard, qui va venir s'installer à nos côtés. Donc, quelques mots d'introduction au niveau de la région Sud. La région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région qui s'est depuis longtemps emparée de la question de l'irrigation et de l'hydraulique agricole, et avec d'autant plus d'acuité qu'aujourd'hui nous ressentons quasi une accélération du phénomène du réchauffement climatique et de toutes les difficultés que ça peut comporter pour l'agriculture régionale. Donc la région a voté vendredi dernier une stratégie régionale autour de l'hydraulique agricole. L'enjeu pour nous, c'est de répondre à une diversité de situations, parce qu'on a une région où on peut avoir par endroit une ressource sécurisée, mais dont on sait que d'ici 30-40 ans, il va falloir quand même faire face à une certaine, notamment la ressource Durance. Donc on a une ressource sécurisée où les enjeux là pour les structures gestionnaires sont d'aller vers des modes d'irrigation, des gestions économes de l'eau pour pouvoir continuer à développer leur réseau. On a des enjeux de territoire où la ressource n'est pas sécurisée, où on a des bassins déficitaires et où on doit trouver des solutions de substitution. Et puis, on a un nouvel enjeu qui est celui des territoires qui, jusqu'à présent, avaient des cultures qui fonctionnaient sans eau et qui, dès à présent, en fait, ont une urgence à trouver un approvisionnement en eau. Et là, on va se retrouver sur des zones viticoles, des zones de lavandiculture, des oliveraies également, donc des filières très emblématiques agricoles de la région Sud, des filières à forte valeur ajoutée. Moi, je rappelle juste que la viticulture et le segment des plantes à parfum, c'est 2 milliards d'exports par an. Donc voilà le poids économique aussi de ces secteurs. Cela nous a amené à envisager une étude que nous avons conduite, l'étude ProHydra, de manière à mesurer la diversité de ces enjeux et à construire des outils permettant d'y répondre. Alors on a à la fois un enjeu d'extension, un enjeu de modernisation et un enjeu de réhabilitation. Donc la région est en train de finaliser les différents scénarios suite à cette étude ProHydra. Il est bien évident que la page n'est pas figée, que nous avons commencé à retravailler avec les partenaires autour du scénario le plus adapté et qui doit pouvoir s'adapter à la diversité de nos situations. On doit pour cela travailler nos outils financiers. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a une telle urgence que le projet ProHydra nous a fait ressortir un besoin qui avoisine les 700 millions d'euros à l'échelle de la région sur les 10-15 prochaines années. On a des financements publics, État, agences de l'eau, régions et parfois départements qui sont stabilisés à hauteur de 18 millions d'euros. Donc il faut qu'on soit à la manœuvre pour aller chercher des financements complémentaires, de nouveaux types de financements, de nouveaux modèles économiques. Et on a une lourde page à écrire tous ensemble. Et on se bat avec les partenaires, que ce soit avec les professionnels et avec les représentants de l'État. Nos outils aujourd'hui, ce sont le fonds, le FEADER, le fonds structurel de développement rural, que l'on a pu préserver après une période de flottement et sur lequel la région vient en contrepartie. On aura certainement, nous, régions, à nous interroger
sur comment on renforce ce FEADER et la contrepartie régionale. On a notre opérateur, notre concession régionale, mais je laisserai Benoît évidemment s'exprimer, mais qui pour nous est un opérateur fondamental, hein, la SCP. La SCP qui est un plan pluriannuel qu'on a révisé d'investissement à hauteur de 620 millions d'euros, sur lequel la région consacre 3,6 millions par an. Et là encore, on doit être innovant en matière de modèle économique quand on va aller au-delà de ce qui était programmé, parce que cette accélération, elle est là. On a Valensole, on a la plaine du Rosé du Var. On a un gros programme dans le Vaucluse qui était de 40 millions au départ, qui est de 47 millions aujourd'hui. Donc véritablement, il faut qu'on soit à la manœuvre pour assurer ces interventions de la SCP. On est partenaire des ASA, alors tout modèle, hein, on a les petites ASA de territoire hein, qui peuvent être très performantes, et puis on a des grands partenaires comme le canal de Carpentras, comme le canal Saint-Julien. Voilà, donc FEADER, SCP, aller chercher des crédits autrement via le contrat de plan État-région. On a encore du boulot à faire, on en a parlé tout à l'heure avec Béatrice et avec Benoît. On a encore du boulot là-dessus. C'est une bataille qu'il nous faut mener avec la profession pour aller chercher du crédit CPER, parce qu'aujourd'hui, il y a bien une réponse, mais sur quelques dossiers, et il faut qu'on soit beaucoup plus performant, qu'on arrive à articuler nos dispositifs d'intervention avec l'agence de l'eau pour optimiser hein, où ils vont, où on va et comment, en mutualisant nos outils financiers et nos moyens financiers, on arrive à répondre à la diversité des situations. Et puis bon, on est Medagri, je porte une vision régionale qui doit tenir compte de cette diversité. Les attentes dans les Alpes de Provence ne sont pas les mêmes attentes que dans les Bouches-du-Rhône ou dans le nord du département de Vaucluse. On a aussi le projet emblématique de Haute-Provence rhodanienne qui nous interpelle aussi dans nos modes de gouvernance, dans nos modèles économiques, mais dont la légitimité est totalement fondée, dont la technicité n'a rien d'insurmontable. À nous de trouver les moyens d'y parvenir. En tout ça, cet enjeu d'irrigation hydraulique, d'irrigation agricole, pardon, est bien un enjeu majeur qui conditionne, j'allais dire, la terre et l'eau. L'adaptation aussi, la recherche pour aller vers des techniques d'irrigation beaucoup plus... je crois qu'on est encore à 45% de gravitaire, 35% d'aspersion, et sur la micro-irrigation, on n'est qu'à 15%. Donc on a des choses à déployer pour avancer aussi en matière de techniques d'irrigation beaucoup plus économes en gestion de ressources, pour se dégager aussi des marges et aller chercher aussi de la substitution. Voilà, j'ai essayé de... Merci Bénédicte. Monsieur Bernard, vous nous avez rejoint. Oui, ben, bonjour, désolé du petit retard, mais bon, les emplois du temps sont compliqués, mais on y arrive quand même, surtout sur un sujet aussi important que celui-là, de la sécurisation en eau sur les territoires, au bénéfice de l'ensemble des citoyens et de l'agriculture. Alors effectivement, je salue tout le travail qui a été fait depuis des années à travers ProHydra et la maquette que porte la région aujourd'hui, et ça permet d'avoir une visibilité. Je crois que les 7 à 800 millions d'investissements nécessaires dans les 10 ans, parce qu'effectivement, sur le terrain, les agriculteurs sont en attente forte, parce qu'effectivement, on voit année après année la baisse de rendement qui touche la plupart de nos cultures, même les cultures qui jusque-là, on n'avait pas besoin d'irrigation, elles sont touchées. Qu'effectivement, on a la chance d'avoir une infrastructure, une organisation très importante qui nous met à l'abri des grands événements de sécheresse à travers l'axe durancien, le Cerro-Ponçon et le Verdon. Que les travaux que nous menons pour diminuer, je dirais, l'eau apportée sur les parcelles par des pratiques qui sont en train d'être rénovées, revues de façon culturelle, certaines espèces ou cépages plus adaptés. Mais tout ça, de toute manière, il faut quand même de l'eau. Et le paysan que je suis, la première chose qu'il faut qu'on fasse avec l'eau, c'est savoir l'économiser. Parce que même quand on en a, elle coûte. Il faut savoir l'économiser, optimiser son usage. Quand on l'a économisée, il faut savoir la partager avec les autres. Parce qu'effectivement, quand on peut économiser à un moment donné, ce taux, il y a une partie qui va aller au milieu. Je sais que M. Piron attend qu'on en mette au milieu. Mais moi, j'attends qu'une partie de l'eau que je vais économiser, je vais pouvoir la remettre sur les territoires qui en ont besoin. Donc, économiser, partager et sécuriser. Parce que si je ne suis pas sécurisé dans l'eau quand j'en ai besoin, je ne peux pas mettre en place des pratiques d'irrigation goutte à goutte où j'ajuste au plus fin. Parce que si un jour je n'ai pas d'eau, je vais crever. Donc, il faut qu'on la sécurise et la sécuriser sur tous les territoires. Alors là, effectivement, tu viens de lancer un appel du pied, Bénédicte. Je crois qu'il faut qu'on repense la maquette que vous avez construite, qui est déjà quelque chose d'extraordinaire, de très fort.
Il y a peu de régions en France qui auront un tel schéma avec une visibilité aussi précise. Mais 800 millions par rapport à une trentaine de millions d'investissements par an, c'est trop long. Moi, les paysans, quand ils me voient, ils me disent « André, il est où ton tuyau? C'est quand est-ce que tu arrives? Parce que ma vigne le sèche et mes arbres sont en train de crever, mes lavandes crèvent et je ne peux plus faire certaines céréales. » Donc il faut qu'on soit, je dirais, ingénieux tous ensemble pour aller agglomérer des financements que l'on doit aller chercher. Alors, c'est clair qu'on a la CNR et on ne parle pas assez de la CNR du Rhône quand on parle d'eau dans cette région. La CNR avait 3 missions, c'est rendre le Rhône navigable, produire de l'électricité et développer l'irrigation. Le Rhône est navigable, elle produit de l'énergie, elle n'a pas assez développé l'irrigation. Donc dans le cadre de la prolongation de sa concession, il y a des choses à négocier avec la CNR pour qu'une partie du territoire régional, et là je parle bien en régional, c'est sûr que ça sera difficile de prendre l'eau du Rhône pour le mener dans le 0,5 ou dans le 0,4. Par contre, l'eau que l'on pourra prendre dans le Rhône pour la mettre sur une partie du territoire qui est aujourd'hui desservie avec l'eau de la Durance, pourra permettre de faire des économies ou des redéploiements avec cette eau de la Durance. Pour ce qui concerne les financements, et c'est bien pour ça que j'ai utilisé la sécurisation en eau sur le territoire, c'est au bénéfice de tout le monde. Et là, il faut qu'on soit capable, à travers le CPER, et au niveau du groupe Corena, où j'ai le plaisir de représenter la profession agricole avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, on a des réunions de prévues très prochainement encore pour retravailler sur comment on va articuler le CPER sur ce problème de sécurisation en eau multi-usage. Donc à partir du moment où on peut aller chercher du CPER, il faut que ce soit l'État qui mette des sous, parce qu'effectivement l'État parle beaucoup, mais à un moment donné il faut qu'il concrétise sa parole. Que la contrepartie territoriale, ce n'est pas forcément à la région de la porter, mais c'est aux départements et aux intercos, parce que c'est elles qui vont bénéficier des aménagements. Que cette partie-là, on doit aller chercher du FEDER, et que la contrepartie du FEDER que doit apporter l'État, via les collectivités territoriales, on a eu le chercher. Alors je sais que je bouscule un peu pas mal de choses en disant comme ça. Il va se faire, quoi qu'on en dise, du photovoltaïque au sol. Et quand il y a production d'énergie sur l'espace agricole, il faut qu'une partie du profit qui est généré, du produit qui est généré par l'énergie électrique, soit réinjectée pour servir de levier pour aller chercher du FEDER. Quand après, on est sur la partie agricole, et là je m'adresse à tous les agriculteurs, je sais que jusqu'à maintenant, il y avait des projets et on payait quand l'eau était arrivée. On a changé de braquet, il va falloir qu'on mette des sous, parce que quand personnellement je fais un forage et je mets des pompes, j'investis. Donc il faut qu'on investisse dans ce projet-là, et qu'on supporte, à condition bien sûr qu'on trouve une ligne qui soit raisonnable pour les agriculteurs, parce qu'il ne s'agit pas de mettre de l'eau et de leur mettre des factures qu'ils ne pourront pas les payer pour les amener à déposer le bilan quelques années après. Il faut trouver le juste équilibre. Et le juste équilibre aujourd'hui, on doit être capable de le trouver, parce qu'effectivement, on peut aller chercher des financements sur des périodes très longues, avec des garanties de l'État, à des taux très bas, pour qu'on puisse amortir sur 30 ou 40 ans en réseau. L'ambition qu'on doit avoir aujourd'hui, sur les 17 millions de subventions, les 30 millions de projets que ProHydra prévoit, c'est pratiquement de doubler l'enveloppe. C'est de monter à 35-40 millions les moyens extérieurs qu'on va amener, la contribution des agriculteurs, pour passer à un montant d'investissement qui soit de l'ordre de 50-60 millions, pour que les 800 millions prévus ou 750 prévus, on les fasse dans les 10-12 ans, et non pas dans 20 ou 30 ans, parce que mes agriculteurs, les agriculteurs que j'ai le plaisir de représenter, et sur toute la région, et quelle que soit leur production, ils ont besoin d'eau très rapidement, parce que sinon on ne sera plus en capacité de répondre aux exigences de la production alimentaire, de la dynamique des territoires. Et au passage, quand on apporte de l'eau sur les territoires, on voit bien qu'il y a d'autres activités qui peuvent s'agglomérer, qui sont les sources de richesse et de dynamique des territoires. Donc je crois que l'ambition que nous devons avoir, et si à partir de cette conférence ici ce matin, on pouvait se donner cet objectif de dire tout ce qui a été fait, tout ce qui a été aggloméré, c'est bien, mais il faut passer à la vitesse au-dessus, avec un apport des agriculteurs, chercher du FEDER, mobiliser la CNR, mobiliser les collectivités territoriales plus qu'elles le sont aujourd'hui, travailler pour qu'on puisse récupérer une partie du produit de l'énergie électrique pour la réinjecter, pour servir de levier. Parce que 1 euro posé, si on n'a qu'1 euro, ça ne fait pas beaucoup. Si l'euro qu'on pose, on est capable de le faire 3 fois la culbute, excusez-moi l'expression, c'est 3 euros qu'on a à la sortie. Donc c'est cette ambition-là que je voudrais qu'on partage tous. Et je sais, Bénédicte, que tu y tiens. On peut y arriver. Il faut que tous nos services, que ce soit les services de la région, les services de l'État, les services de la SCP, les services des chambres d'agriculture,
avec les préfets, auprès du ministre. Il y a le plan de relance, donc demain soir, normalement, on aura le ministre. J'étais à l'instant avec le DDT, avec le DRAF, pour voir quel était dans les 30 millions qui sont prévus sur l'hydraulique, qu'est-ce qu'on peut ramener dans la région. Voilà. Donc ça fait partie des choses mais si on a un message clair, cohérent, et qui revient en permanence, le son en stéréo, ça finit par rentrer, les sons divergents, personne ne les entend. Voilà, merci. Merci. Merci pour ces introductions. Et en effet, il y a des messages importants qui sont donnés et ça donne le ton pour cette conférence. Je tiens à préciser pour les personnes qui sont en audition que vous avez la possibilité de poser des questions qui vont m'apparaître moi à l'écran et je propose une première peut-être partie de réponse à ces questions qui pourraient nous apparaître après l'intervention d'Anna Morisset qui va vous présenter la démarche portée par le Conseil régional, la fameuse étude ProHydra 2028. Merci. Je vais essayer un petit peu d'accélérer, excusez-moi, certaines diapositives pour rattraper un petit peu le retard qu'on a pris avant de commencer. Juste en préambule, Bénédicte évoquait la stratégie qui a été délibérée en assemblée plénière la semaine dernière. Et dire pourquoi la région intervient dans ces domaines-là. Elle s'appuie essentiellement sur ces deux compétences, la compétence aménagement du territoire et la compétence développement économique. Et que sur ces compétences, elle a développé un certain nombre d'outils qui lui permettent d'intervenir en soutien au territoire, notamment sur les aménagements hydrauliques. Donc à travers la concession du canal de Provence, à travers le SRADET, qui est la stratégie régionale d'aménagement durable des territoires, à travers le fait qu'elle est autorité de gestion des fonds européens, à travers le partenariat qu'elle passe avec l'État dans le CPER et la CIMA, à travers une politique régionale d'intervention auprès des gestionnaires de canaux, sa mission d'animation de la ressource en eau et l'étude ProHydra dont on va parler par la suite. Pour replacer le contexte ressources en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est sur un système qui est assez singulier et qui permet effectivement de parler à la fois de dépendance et de solidarité des territoires, puisqu'on est sur des systèmes de transfert assez anciens, notamment à travers la ressource du Rance et Verdon, qui permet effectivement de créer un lien entre le massif alpin et les territoires plus littoraux. Et ça, cette solidarité explique qu'on est sur des systèmes irrigués qui sont parfois très anciens, et je l'évoque parce que c'est le fait qu'on est sur des systèmes qui sont ancrés qu'aujourd'hui on a des besoins de transformation, de modernisation des réseaux qui existent depuis très longtemps et qui doivent s'adapter non seulement à des contraintes hydriques plus fortes et à des besoins de services qui ont évolué aussi. Ça, c'est vrai pour un certain territoire. Bénédicte parlait de diversité du territoire, mais on a aussi des territoires où on est sur des ressources locales, sans possibilité de transfert, avec une croissance, des étiages qui deviennent beaucoup plus importants et une difficulté d'accès à la ressource et en même temps de maintien d'un certain débit dans les milieux qui font qu'on est confronté aujourd'hui à des enjeux qui ne sont pas forcément compatibles, à la fois la préservation de la ressource et des milieux et le maintien de systèmes irrigués. Donc c'est cette compatibilité-là qu'on cherche à travers un certain nombre de travaux qui sont planifiés et développés par les gestionnaires de canaux. Je passe un peu vite là-dessus, c'est des choses qui sont connues pour certains, c'est comment le territoire régional est façonné par ces gestionnaires de canaux et ces réseaux. Alors ça, c'est une carte qui met en avant les contrats de canaux qui sont portés notamment par le canal de Carpentras, mais on voit aussi l'influence territoriale des réseaux de la Société du canal de Provence
et de manière plus ponctuelle sur les massifs alpins, les périmètres gérés par des ASA ou des gestionnaires collectifs. On est bien, c'est un peu la particularité de la région, sur une grande majorité de portage collectif de cette exploitation de la ressource, et c'est ce qui en fait toute sa richesse, sa spécificité, et c'est là-dessus qu'on s'appuie essentiellement. Alors les pistes d'adaptation des territoires au changement climatique, ça va être à la fois travailler à la parcelle, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, sur des pratiques qui permettent de mieux raisonner, de mieux gérer l'eau et d'avoir une irrigation performante, à la fois sur des essais matériels et de l'expérimentation sur le pilotage de l'irrigation. Je vais un peu rapidement, mais les ouvrages tels qu'on les connaissait il y a encore 50 ans évoluent à la fois pour arriver à diminuer le prélèvement en tête de canaux et à apporter une eau sous pression aux parcelles qui sont desservies. Donc ça, c'est des ouvrages récents qui permettent de ce qu'on appelle d'améliorer la régulation des canaux, donc, desservir tout autant, tout en prélever moins en début de réseau. Ce qui est également l'outil privilégié pour continuer à desservir les parcelles agricoles tout en diminuant l'impact sur la ressource, c'est le passage du gravitaire en sous-pression qui a été évoqué et qui fait l'objet depuis plus de 10, 15, 20 ans de gros programmes de modernisation des réseaux. Autre technique, autre planification, ça c'est des choses qu'on a pas tant que ça en région par rapport à d'autres, c'est les solutions de substitution de retenue collinaire qu'on n'a pas eu encore énormément à développer de manière ponctuelle par des agriculteurs individuels, mais qui dans l'étude ProHydra a été mis en avant comme effectivement un des gros enjeux forts des 10, 15, 20 prochaines années, la possibilité de stocker de l'eau en période hivernale pour pouvoir désaisonnaliser les prélèvements et pouvoir réduire l'impact des prélèvements en période d'étiage. Ensuite, sur les travaux d'extension, alors l'opérateur phare, la Société du Canal de Provence, en est un exemple. L'ASA du Canal de Carpentras a également des programmes d'extension. Aujourd'hui, c'est les opérateurs qui déploient des réseaux nouveaux, mais il a été bien mis en avant que demain, effectivement, on a d'autres ambitions et d'autres porteurs qui se dégagent sur l'extension de réseau. Ça me semblait important de dresser un peu une vision de ce qui se fait sur les territoires un peu concrètement. Alors c'est ce qui a été, c'est ce que l'étude ProHydra, donc qui s'appelle Programme régional d'hydraulique agricole, qu'on a approché à l'horizon 2028. À l'époque c'était horizon plus 10 ans, mais on commence à arriver un petit peu, quasiment à mi-parcours. Donc de dresser une vision des projets, des besoins sur ce moyen terme et de demander comment on va y répondre collectivement. On ne va pas présenter l'ensemble de l'étude, c'est pas l'objet, mais donc c'était une étude de pilotage région avec un copilotage très étroit avec l'agence de l'eau, et c'est le titulaire du marché BRL et un cabinet d'avocats sur d'autres aspects de l'étude qui nous ont accompagnés. Cette étude se termine là, le mois prochain. Donc on est en mesure, je vais passer un peu vite sur des choses un petit peu connues, sur les enjeux identifiés. Excusez-moi, même si ça a son importance, c'était juste pour vous dire qu'on va parler beaucoup tuyaux et gros sous, mais qu'on n'oublie pas plein d'autres enjeux qui sont liés à
à la vie des réseaux et à leur impact sur un territoire avec lesquels ils sont connectés. Beaucoup de projets ont été recensés, donc ce sont des projets même type que ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, l'ASA ou la commune qui a un réseau va vouloir à planifier dans un schéma directeur dans une étude de faisabilité des travaux d'amélioration de son réseau. Donc c'est l'ensemble de ces projets qui ont été recensés et regardés à la loupe pour voir quels seraient les besoins de demain, ceux qui étaient planifiés, sans forcément remettre en cause la légitimité ou le bien fondé de ces projets. Ça peut poser d'autres questions. Donc on est sur un territoire régional qui est couvert, alors beaucoup sur l'axe durancien. Évidemment, les territoires alpins sont également très concernés sur les affluents de la Durance, notamment le Buëch, l'As, le Jabron, mais également le Drac plus au nord sur ces bassins versants déficitaires. Dans le Var, on va le voir sur des projets plus d'extension. Les Bouches-du-Rhône, c'est tout le territoire Crau, Alpi, Camargue, qui est traditionnellement très très couvert par des réseaux qui est concerné. Et en Vaucluse, on a cette trilogie, on va dire, de types de gestion. Les canaux de Basse-Durance, qui sont très ancrés sur le territoire, qui montent jusqu'à Nord-Vaucluse. La partie Nord-Vaucluse sur des bassins versants déficitaires, l'Aise, Ouvèze, Ventoux, et la concession du canal de Provence sur la partie Luberon. Donc, chaque département a vraiment sa spécificité de projet et de besoins pour répondre à la fois à des besoins en modernisation des réseaux existants et d'extension de nouveaux territoires. Dans les Hautes-Alpes, on est sur beaucoup des projets de modernisation de petits réseaux d'irrigation gravitaire, mais aussi, et c'est ça un peu la nouveauté, des gros projets de stockage de l'eau, notamment des stockages collectifs. Et ça, c'est un peu nouveau sur les bassins du Drac et du Buëch. C'est un peu nouveau dans la région d'avoir ce type de projet stockage qui va venir en substitution de prélèvement direct sur la rivière. Il ne s'agit pas de stocker pour étendre des réseaux, mais bien venir en substitution de prélèvements existants. Sur les Alpes-Maritimes, je ne vais pas beaucoup en parler, on s'est confronté plus à un manque de données, plus qu'a priori à un manque de besoins, mais il y a un problème d'émergence encore des projets d'animation a priori de ces projets. Alors c'est vrai que le poids agricole est peut-être moins important qu'ailleurs, mais il existe et les besoins en eau sont prégnants. On n'a juste pas réussi à mettre des chiffres et des mots dessus. Sur le Var, on est très concerné par les projets du canal de Provence, qui, notamment pour répondre aux besoins de la viticulture, a plusieurs planifications d'extension de réseau. Sur les Bouches-du-Rhône, la grosse caractéristique, c'est les besoins de confortement, de réhabilitation d'ouvrages existants, qu'on retrouve partout, mais c'est vrai que c'est majoritairement dans les Bouches-du-Rhône qu'on a ce type de besoin, et d'extension du canal de Provence. Dans le Vaucluse, alors j'ai un peu plus parlé du Vaucluse tout à l'heure, donc on est sur à la fois une mixité de ses besoins, la modernisation des grands réseaux, notamment ceux de Basse-Durance, dont les grands gestionnaires de canaux de Basse-Durance, qui ont aussi des besoins de confortement, et sur le Nord Vaucluse, un besoin de répondre à ces gestionnaires de réseaux qui prélèvent sur des cours d'eau déficitaires et qui ont malgré tout ce besoin à la fois de se moderniser et pour une partie plus proche du Rhône de s'étendre avec le fameux projet Haute-Provence rhodanien dont vous avez parlé.
J'ai oublié le 04, pardon. C'est le milieu, on finit au milieu. J'ai fait le tour et voilà, celui du milieu, les Alpes de Haute-Provence, qui n'est pas le moindre et qui a aussi ses particularités. Alors, il a la particularité, lui, d'avoir des besoins en retenue collinaire portés par des exploitants individuels. C'est assez... c'est une de ses caractéristiques, donc, qui ont été pour certaines déjà réalisées, et des gros besoins de modernisation de petits réseaux également, notamment des affluents de la Durance. Et le plateau de Valençol pour lequel le Canal de Provence porte un projet d'extension de réseau et Canal de Manosque sur la moyenne Durance. Est-ce qu'il faut que j'accélère beaucoup? Je n'ai pas de montre. Nous sommes à 11h43. Donc de l'étude Prohydra, donc de ce tableau des besoins, je ne montrerai qu'une partie, mais c'est des éléments qui nous ont intéressés, de voir quelles étaient les capacités a priori d'économie d'eau qui seraient dégagées. Donc les projets ne disent pas tout des potentiels d'économie d'eau. Hein. On est assez limité aussi sur la mesure de ces potentiels d'économie d'eau. Aujourd'hui, ils ont estimé un peu plus de 100 millions de mètres cubes d'économie d'eau qui ont été chiffrés. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, il n'y en a pas plus, et on ne sait pas non plus la part qui sera réellement réalisée sur cet ensemble. Je vais passer un peu vite. Sur les coûts, je vais passer vite aussi. Vous en avez parlé, Bénédicte et M. Bernard, de cette masse financière impressionnante de 700 à 800 millions d'euros qui ont été recensés. Alors, il est à relativiser aussi parce qu'on a fait une compilation des études, des projets qui, et de un, peuvent aussi avoir des limites de maîtrise d'ouvrage. Hein, il faut être en capacité de réaliser. Et même si on raisonnait à finance illimitée, ce qui ne sera de toute façon pas le cas. Donc il y a cette limite-là de maîtrise d'ouvrage et aussi de dépassement. On a toujours des ambitions de réalisation dans les 10 ans qui se vérifient souvent plus dans les 10-20 ans. Donc notamment le projet Haute-Provence-Rhodanien est à mesurer. On a mis dans le poids de ces 800 millions, il y a 160 millions d'euros pour Haute-Provence-Rhodanien, dont on sait qu'il y aura, s'il voit le jour sur ce scénario-là, il ne se réalisera probablement pas dans les 8-10 ans à venir. Oh ben non, Monsieur Bernard, vous donnez l'explication sur le terrain. Vous confirmez? Oui, non, mais vous donnez l'explication sur le terrain. 10 ans, non, mais attendez. Non, il y aura un démarrage. Oui, mais il va se lisser, mais il y aura un démarrage dans cette période-là. Mais comme tout PPI, on sait qu'il y a du glissement. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut l'apprendre. Sur les extensions, donc le projet Haute-Provence-Rhodanien en fait partie. Hein, c'est assez impressionnant quand même comme résultat de 40 000 hectares de prévus à l'extension sur ces alors 10, 15, 20 ans. Donc ça reflète, c'est un peu la nouveauté entre guillemets, ça reflète un besoin quand même très nouveau. Elle a permis de mettre des photos de viticulture et de lavandin parce que c'est des filières qui sont particulièrement en demande aujourd'hui sur ces projets d'extension. En ressources, on a essayé de mesurer ce poids-là aussi. Ça équivaudrait à avoir un poids de 28 millions de mètres cubes en termes de besoins annuels. Alors ça, c'est pareil, c'est une évaluation à la louche, hein, mais c'est bien, quand on a vu les économies, voir quel serait le besoin. Bon, ça, c'est un peu l'enjeu, la dualité que vous avez évoquée. Je ne sais pas s'il faut encore insister. Juste dire quels sont les financements publics actuels, vous les avez mentionnés. Oui, hein, on ne va pas résoudre l'équation là tout de suite. Agence de l'eau, région, fonds européens, les départements pour certains.
qui viennent se compléter pour arriver à peu près 18 millions d'euros par an à mettre en face aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui à une année N, sachant qu'on est sûr de rien sur l'avenir et en même temps on peut aussi envisager des hausses et des baisses pour certaines lignes budgétaires. L'étude Prohydra, elle est venue insister aussi sur autre chose, c'est qu'on est en phase d'expérimentation avec des éléments concluants, d'autres pas encore, sur beaucoup de solutions d'adaptation des cultures à cette nouvelle donne climatique. Stress hydrique, température forte, aléas climatiques et variations très importantes à la fois des précipitations et des températures, avec un problème de visibilité pour les producteurs. Donc, il ne s'agit pas là alors, il y a une conférence demain qui va notamment développer un certain nombre de solutions qui ont été réfléchies sur le territoire ventoux, avec notamment des programmes de recherche qui vont venir éclairer ces solutions, soit d'atténuation du besoin en eau, soit de solutions d'alternatives à l'irrigation quand on est sur un territoire non équipé. Donc ça va de l'enherbement à des systèmes d'agroforesterie, à la couverture des sols, à tout ce qui est amélioration de la rétention du sol avec des apports de matières organiques plus importants, plus diversifiés, la rotation de culture, des modifications de certains paramètres climatiques. On essaye des ombrières, on essaye de la brumisation, on essaye la mixité de ces techniques et après travailler notamment en viticulture sur tout ce qui est matériel végétal, différenciation des cépages, des porte-greffes. Alors ça, c'est des choses qui sont en cours pour lesquelles il y a déjà des éléments concluants et qui, le bureau d'études le dit bien, suffit rarement à lui seul. Une technique suffit rarement à lui seul pour répondre à ce défi climatique, mais c'est le croisement de ces techniques qui permet d'atténuer le besoin. Mais il en faut quand même un peu d'eau. Et ce qu'on a trouvé intéressant aussi, c'est de mettre en avant qu'il y a des facteurs externes, et c'est là-dessus aussi qu'il y aura probablement à travailler, notamment sur les cahiers des charges des appellations. Et je me souviens que sur le Ventoux, ça a été plusieurs fois mentionné qu'il y a les AOC, les AOP ont aussi à évoluer sur ce cadrage des productions, réorganiser spatialement les cultures. Il y a des territoires qui sont équipés par des réseaux et qui sont non exploités, voire en friche. Donc cette question-là aussi, elle est à poser de spatialisation des cultures et une évolution des pratiques en œnologie quand il s'agit de viticulture ou de transformation des produits qui vient aussi accompagner cette adaptation à une maturité du raisin qui est un peu transformée. Dans l'étude, on est venu jusqu'à une phase dite de priorisation parce que même si, M. Bernard, vous évoquez la recherche de financement nouveau qui est une des conséquences de cette dichotomie entre le besoin et l'offre, il y a aussi se dire collectivement on est bien tenu à se fixer des priorités. Alors ce travail-là, il nous sert aussi à défendre des budgets, ça accompagne ce que vous dites, à défendre des budgets qui soient régionaux, on a cette nécessité-là malgré tout, ou européens, à alerter, comme vous venez de le faire, les gestionnaires et les agriculteurs sur les limites budgétaires et la définition de définir des priorités. Et à prendre conscience qu'il y a une nécessité de participation plus importante aujourd'hui des territoires à ce type d'aménagement. Qu'il y a eu la période où tous les projets étaient financés à 80%, allait difficilement pouvoir se tenir les prochaines années.
j'en viens au fait que voilà, on a des taux plafonnés aujourd'hui, des taux d'accompagnement qui sont plafonnés à 75%. Ça, c'est une limite aujourd'hui dans les projets de règlement européen. D'où, pour la modernisation, en tout cas, une participation plus forte, au moins de 25% pour ces réseaux. Et pour les extensions, on ira sans doute au-delà que de 25% de la participation financière. C'est 2023. Hein, Oui. D'abord, on a le régime de transition, on reste, je dis, pour les 2 prochaines années. Ouais. On va aussi, on est fortement contraint, pas que parce qu'il y a des financements, mais parce que réglementairement, on rentre dans un cadre réglementaire qui est européen, donc qui fixe des objectifs environnementaux qu'on doit forcément accompagner par nos politiques. On a pointé aussi des problèmes de maturité des projets qui doit évoluer pour pouvoir qu'il y ait une émergence concrète. Les problématiques de protection du foncier qu'on voudrait aussi bien mettre en avant dans les politiques publiques à venir pour accompagner ces projets-là. D'accompagnement des pratiques agricoles vertueuses sur les territoires qui bénéficieront d'extension et d'envisager la réutilisation des eaux usées traitées quand c'est possible. Je vais aller, j'en ai terminé, donc on est sur la négociation budgétaire ces prochaines années, ça c'est clair. Sur le travail entre nous et en confronté avec les gestionnaires de critères de sélection des projets. Donc les 2 prochaines années vont servir aussi à ça. Encourager aussi la mutation ou la recherche d'un nouvel modèle économique pour que les gestionnaires soient en capacité de mieux financer certains travaux qui étaient financés par des fonds publics jusqu'à présent. Encourager la mobilisation de l'échelon local, vous l'avez mentionné, communes, EPCI, qui bénéficient aussi directement de cette attractivité du territoire et cette dynamique économique qui est liée à la présence de réseaux d'irrigation, et continuer à encourager, accompagner l'innovation et la recherche en matière de performance de l'irrigation et de recherche de solutions alternatives. Merci voilà. Anna. Oui. Alors, je ne vois pas arriver de questions. D'accord. Je ne sais pas si c'est un problème technique ou s'il n'y a pas de décalage. Moi, du coup, comme on a rattrapé un petit peu le retard, et pour permettre la transition avec nos 3 témoignages qui vont suivre, je voulais peut-être vous faire réagir à cette présentation, Bénédicte et André, par rapport à ce que Anna vient de présenter. Juste aussi pour rappeler que cette démarche ProHydra, on avait également, au début, quand on l'a lancée, Bénédicte, fait une saisine auprès du Conseil économique et social régional pour avoir donc un avis. Et c'est vrai qu'on travaille et on a des relations aussi avec le CCR qui nous a bien mis en avant, je dirais, ces 2 facteurs pour moi limitants en région qui font qu'on arrive à, en effet, comme on l'a présenté, à des coûts exorbitants en région sur les 10 ans à venir, qui est le premier facteur, le facteur climatique et le fait qu'on a besoin de sécuriser l'agriculture régionale sur l'accès à l'eau, mais également, et on l'a peut-être un peu moins dit ce matin, la problématique foncière, parce qu'on est aussi sur une région très urbanisée, des territoires qui, à un moment donné, font que l'agriculture est obligée de se délocaliser, et c'est souvent vous, Monsieur Bernard, qui l'avez rappelé dans des conférences. Ici, il y avait les choux-fleurs et les poiriers, il y a 30 ans. Voilà. Et c'est vrai que nous, dans ce qu'on travaille à travers ProHydra, il y a certes la priorisation financière, mais il y a aussi ces enjeux stratégiques d'aménagement auxquels sont confrontés les gestionnaires de canaux. Et ce qu'on a initié au niveau de la région, c'est aussi cette règle nouvelle dans le SRADET, le schéma, donc Bénédicte, je vous laisserai commenter, qu'on a aussi traduit d'une manière opérationnelle dans le nouveau contrat d'objectifs qu'on a voté vendredi avec la Société des canaux de Provence sur le champ de la concession régionale, pour
innover et voir comment on aide les territoires et les chambres départementales d'agriculture, qui sont souvent des partenaires associés dans l'élaboration de documents d'urbanisme, pour arriver à préserver ce qu'on va investir pour demain. Voilà. Donc je voulais peut-être que vous puissiez réagir en 2 minutes. Oui, alors simplement, donc, sur le schéma régional d'aménagement, de développement et d'équité territoriale, effectivement, on a travaillé avec la profession sur le volet agricole. On a travaillé avec la Chambre régionale, les chambres départementales et la commission agricole du Césaire. Et donc participer à ces travaux, Georgia Lambertin, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est présente dans la salle. Et donc nous avons, alors j'allais dire presque rédigé de manière concertée avec la profession cette fameuse règle qui vise à la non-urbanisation des sols irrigués à l'horizon 2030. C'est toujours un équilibre compliqué à trouver entre le besoin de développement d'un territoire, parce qu'on ne peut pas rêver que de grandes métropoles. Donc les villes moyennes ont aussi besoin d'espace de développement économique. Donc il faut qu'on arrive à placer le curseur au bon endroit, en sanctuarisant certains espaces via des ZAP, des zones agricoles protégées. Et donc oui, on se pose la question sur les financements futurs. Il faudra peut-être qu'il y ait un engagement des territoires en disant je ne vais pas investir dans de l'irrigation si je n'ai pas une ZAP sur ce territoire-là, si je n'ai pas un PAEN, je ne sais plus comment on l'appelle. Voilà, en tout cas, on ne peut pas investir sur un territoire pour irriguer l'agriculture si on n'a pas la certitude que dans 30 ans, la vocation sera toujours agricole. Donc, ce qui n'empêche pas de développer le territoire, on est là pour prendre des décisions, pour respecter des équilibres, pour trouver des solutions. Dire oui, dire non, c'est toujours plus facile de dire oui que de dire non, ça on a bien compris. Et on est là pour fixer des cadres pour nous, justement, ne pas se retrouver dans ces difficultés-là. Après, l'étude ProHydra qu'Anna a présentée, elle a un grand mérite. Elle a un mérite de présenter tous les enjeux à l'échelle de la région avec, on l'a vu, des situations différentes. Et elle va nous permettre de nous projeter dans notre action collective. Donc voilà, on a la photographie, on va devoir tirer le scénario qui répond le plus largement possible, aux enjeux de nos territoires. On a cette photographie, on a ce diagnostic, il faut que collectivement... Alors, c'est pas de la langue de bois ce que je dis, c'est facile de dire que collectivement, ici, là, on va trouver des solutions, mais on n'a pas le choix de toute façon. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix et qu'il va falloir qu'on avance groupé et en meute pour aller chasser les bons financements. Ce qui dédouane pas effectivement ce que disait André et ce qu'on dit nous, c'est qu'à un moment donné, je crois à mon projet, j'investis dans mon projet. Oui. Je suis professionnel, il va m'apporter de la productivité, il va m'apporter du rendement, j'y crois, j'y vais. Comment vous voulez convaincre un investisseur public d'y aller s'il ne sent pas que vous êtes prêt à y aller aussi? Voilà, après, on ne va pas se faire peur avec des centaines de millions d'euros. Les bons projets font les bons financements. Comme on dit, on a une vision 2018-2028. On est en 2020. Voilà, ça va être du 2030. Il faut qu'on puisse s'acter les choses et démarrer certaines choses. Voilà. Et je suis désolée, mais je vais devoir vous quitter. Quel dommage. Donc, non, mais c'est pas très poli. Je donne l'impression de monopoliser, mais là, il faut vraiment que j'y aille. Je suis vraiment sincèrement désolée pour les intervenants suivants, mais bon, je suis quand même de très près ce qui se passe du côté de Carpentras ou de la SCP. M. Piron, Merci Bénédicte. André, vous vouliez... Oui, ben moi je pense que d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans avoir vu, là, je comprends mieux certaines choses. J'avais eu que des bribes comme ça, parce que j'ai malheureusement pas le temps d'être, même si je suis bien informé par mes collaborateurs et certains de mes collègues agriculteurs. Moi je retiens quelques points. Vous avez parlé de 210 à 120 millions d'économies en volume. Et vous avez parlé dans le besoin de 28 à 30 millions. Donc ça veut dire que si on arrive à réaliser ce programme, monsieur le représentant de l'agence de l'eau, on va faire 3/4 des économies. Donc il y a intérêt à ce que l'agence soit encore plus à nos côtés. Voilà, premier message. Deuxièmement, vous avez dit que ça représentait 20% de plus. La surface qu'on voudrait étendre, c'est 20%. Mais regardons où on en était il y a 30 ans, la surface que nous avons perdue, qui était irriguée gravitairement avec des volumes à l'hectare, qui étaient beaucoup plus importants que ce que nous allons mettre demain avec les techniques d'irrigation qui vont être utilisées. Parce que quand on amène l'eau sous pression, c'est pour mettre du goutte à goutte ou de la micro-aspersion, du goutte à goutte enterré, pour limiter au maximum le volume. Donc
on n'augmente pas la surface. On va récupérer une partie de ce qu'on a perdu, en utilisant des techniques d'irrigation qui sont beaucoup plus économes à nous. Alors oui, et notre région a une chance, c'est que les infrastructures d'irrigation qui sont ancestrales, comme les canaux, les ASA, comme de façon plus récente, mais beaucoup plus moderne et plus efficiente, la SCP, qui place notre région à l'abri des grandes catastrophes de sécheresse. Et je vais vous citer un chiffre, puisque bon, parmi les dossiers dont je m'occupe à Paris, c'est malheureusement celui des calamités agricoles. J'en suis une moi-même, mais bon. Et quand on regarde le montant des aides versées par les assureurs ou par le Fonds national de calamités agricoles, la région sud n'émarge pratiquement jamais. Pourtant, c'est quand même des 150 à 250 millions par an qui sont versés pour les agriculteurs. Et la perte sur la sécheresse en France depuis 3 ans, c'est bon an, mal an, 2 milliards d'euros sur l'agriculture. Donc notre région a une chance d'avoir un gros réservoir, axe du Rancien, Serre-Ponson-Verdon, un maillage très ancestral avec des canaux gravitaires qu'il faut moderniser pour faire des économies, une infrastructure SCP qu'il faut développer. On a une chance, mais moi ce que je souhaite, c'est qu'on rassemble toutes nos énergies pour aller plus vite et plus loin au bénéfice de tous les agriculteurs, de tous les territoires de cette région. Ce n'est pas une compétition entre un système ou un autre, ce n'est pas une compétition entre la montagne et la plaine ou la plaine et les coteaux, non. C'est tous ensemble, rassemblant toutes nos compétences, nos moyens, et allons ensemble chercher, parce que si on n'y va pas, on ne les apportera pas. Par contre, je suis convaincu que si on se met tous à pousser dans le même sens, on doit pouvoir faire avancer l'agence de l'eau, on doit pouvoir faire avancer l'État à travers le CPER, d'aller chercher du FEDER pour financer une partie de certains projets qui sont multi-usages au bénéfice de l'ensemble des citoyens, pas que l'agriculture, et que la partie agricole, on le prenne avec le FEDER. Voilà le message que je voudrais faire passer. Et aux agriculteurs que je représente, je sais l'impatience qu'il y a. Hein, parce que, je veux dire, quand je vais voir certains, mais tu en es où avec ton tuyau là? Depuis que tu nous en parles, on voit rien, quoi. Je dis oui, mais vous savez, c'est pas si simple que ça. Et je sais qu'un projet d'irrigation, c'est 10-15 ans de préparation, et c'est 20 à 30 ans pour le faire complètement. Mais essayons de relever le défi, de dire que nous allons être capables, dans les 10-15 ans à venir, de réaliser ce qui est écrit là, pour sécuriser cette région. Voilà. Et vous pouvez compter sur moi pour être, chaque fois qu'il le faudra, là où il faudra. Merci, Monsieur Bernard. Écoutez, alors je vous propose de passer donc à cette deuxième partie de la conférence, c'est ça? Alors, pardon, excusez-moi. J'ai des appels pour me dire qu'ils ont posé des questions, alors on a un problème à la technique. Là. Alors on a un problème technique parce que du coup, moi je n'ai rien qui m'apparaît à l'écran. Tu en as toi? Ouais. Eh oui. Moi j'ai pas le contenu de la question, mais il y en a un qui m'a dit j'ai posé 5 questions. Je vous propose, donc du coup on a prévu les 3 interventions donc, de Sandrine Pignard, directrice du canal de Carpentras, de Benoît Moreau de la Société du Canal de Provence et Philippe Piron pour l'Agence de l'eau. On commence par un film que l'ASA du canal de Carpentras a fait réaliser très récemment, donc pour présenter le canal et qui illustre bien le type de gestionnaire, même si celui-là est un des plus importants, qui œuvre sur le territoire. Creusé sur l'initiative de Louis Giraud et inauguré en 1857, le canal de Carpentras a transformé les terres arides du comtat venessin en terres fertiles, favorisant le développement d'une agriculture diversifiée de qualité. Le jardin de la France était né. Les 67 km du canal de Carpentras et ses 250 km de filiole sont jalonnés d'ouvrages d'art remarquables qui sculptent les terres et façonnent nos paysages. L'histoire du canal de Carpentras a débuté avec le premier coup de pioche en 1850. 18 ans après, on avait ce magnifique ouvrage qu'est le canal. En 1955, création du barrage de Serre-Ponson qui a permis de sécuriser l'approvisionnement d'eau dans la Durance. Dans les années 70, le début des travaux de modernisation et de création d'un réseau sous pression qui a permis d'amener un service différent en économisant beaucoup d'eau
et qui a permis aussi de développer des zones qui jusque-là n'étaient pas irriguées. La mission du canal de Carpentras, qui est une mission de service public, est d'amener de l'eau brute sur notre territoire, qui est de 39 communes, de 12 000 hectares et de 15 000 adhérents. Le rôle du canal de Carpentras sur l'économie du territoire est essentiel. On ne peut pas imaginer de culture autrement qu'irriguée dans un proche avenir. Grâce à l'irrigation, on va pouvoir conserver de l'emploi, des productions et de se faire satisfaire au territoire, aux agriculteurs et aux consommateurs par les Français. Je travaille sur l'exploitation de 60 hectares sur le du Comtat. Avec mon frère, nous cultivons de la carotte fan, de l'oignon botte, du haricot, du chou et du radis. Pour nous, le canal de Carpentras est très important parce que nous produisons du végétal qui a un gros besoin d'eau. Et naturellement, dans notre région, nous n'avons pas cette eau. Donc le canal nous apporte cette eau qu'on a besoin. Grâce au réseau sous pression du canal de Carpentras, nous alimentons un réseau d'asperceurs, ce qui n'était pas possible du temps de mes parents qui travaillaient uniquement en gravitaire. Sans l'eau du canal de Carpentras, mon activité de maraîcher serait impossible. Captant son eau dans le Rhône et dans la Durance, le canal de Carpentras irrigue depuis sa création les terres dites au-dessous du canal par gravité. C'est le réseau historique gravitaire. Mais depuis 1975, la modernisation et le développement du canal de Carpentras est en marche par la mise en place d'un nouveau réseau sous pression pour la distribution d'eau. Ce nouveau réseau sous pression permet la mise en irrigation des anciennes zones sèches du dessus du canal, comme les terrasses du Ventoux et les coteaux de l'Anesque, soit plus de 9000 hectares de terre. Ces nouvelles terres devenues fertiles favorisent le développement économique par la diversification agricole et la création d'activités touristiques. Aujourd'hui, les deux principes d'irrigation canal de Carpentras sont le principe du gravitaire et le principe du sous-pression. Le principe du gravitaire consiste à prendre l'eau dans le grand canal, l'acheminer par des canaux à ciel ouvert jusqu'aux terres en contrebas. Pour le sous-pression, l'eau est pompée par une station de pompage, puis injectée dans des canalisations enterrées. Le sous-pression a deux avantages. Le premier avantage du sous-pression est de répondre aux besoins d'une irrigation moderne, comme le goutte à goutte ou l'aspersion. Le deuxième avantage du sous-pression est de permettre des économies d'eau par rapport au réseau gravitaire. Sur le canal de Carpentras, nous réalisons deux types de travaux. Les travaux neufs pour la réalisation de nouveaux réseaux et les travaux de maintenance principalement effectués pendant l'hiver. Aujourd'hui, le canal de Carpentras, c'est 35 stations de pompage, 24 bassins de stockage, plus de 1000 km de canalisation et 38 collaborateurs. Mais plus qu'une artère vitale qui irrigue des milliers d'hectares, le canal de Carpentras devient le garant d'une ressource en eau abondante et toujours disponible face au dérèglement climatique qui va nous imposer de plus en plus de périodes de grande sécheresse et de canicule. Depuis sa création, le canal de Carpentras accompagne les mutations économiques et démographiques de notre territoire. Les ouvrages du canal stockent et distribuent en eau brute les professionnels ainsi que les particuliers pour l'arrosage des jardins et pour remplir les piscines. Conjuguant tradition et modernité, le canal de Carpentras reste un outil indispensable pour le développement de notre territoire et pour l'avenir des prochaines générations. Le rôle du canal de Carpentras demain sera d'intensifier les réseaux d'irrigation, de pouvoir satisfaire à de nouvelles demandes. Très bien, merci. Donc ce film est assez récent. Il illustre bien la façon dont l'ASA travaille et s'est implantée sur le territoire. Est-ce que il y a des questions qui sont posées à l'extérieur, c'est ça? Ouais. Je ne sais pas comment on fonctionne parce que donc là on se limite encore à dire il y en a deux, d'accord. Je te les laisse, du coup, Béatrice, je ne sais pas, je commence avec Sandrine. On voulait donc qu'il y ait cette part de témoignage de Sandrine Pignard, notamment la question qu'on voulait aborder, c'était
quels nouveaux besoins, quels besoins émergents vous ressentez depuis une dizaine d'années sur votre territoire? Quels sont ceux à quoi vous avez peut-être à faire face, que ce soit sur des nécessités, changements climatiques ou évolution de services, et comment vous y répondez? Je dirais que c'est des besoins qui existaient déjà, mais qui deviennent de plus en plus prégnants et forts sur le canal. Ils sont, je dirais, de trois ordres. Le premier, c'est un vrai besoin de poursuivre la modernisation. Alors, ce n'est pas un souhait du canal, c'est un souhait du canal, mais pas uniquement. Les agriculteurs, ils sont en demande. On demande d'avoir un outil qui soit adapté au mode d'irrigation moderne, au goutte à goutte, à l'aspersion. Et le canal, il doit muter dans ses techniques, dans son mode de desserte. Pendant une période, c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, on a étendu les tuyaux sur les terrasses du Ventoux, sur la plaine du Ventoux. C'est très bien, mais il faut aussi revenir aux gens qui ont l'eau, mais qui ont une eau qui n'est pas forcément avec un mode de desserte adapté. Donc ce besoin de modernisation, il est, je dirais, partagé par la très grande majorité des adhérents. Il y a encore des niches, des gens qui vont être des agriculteurs qui vont être sur de la prairie ou sur des cultures pour qui l'irrigation gravitaire est adaptée, mais c'est quand même très minoritaire par rapport aux besoins de modernisation. Et bon, le canal Carpentras, c'est 15 000, vous l'avez vu, 15 000 adhérents. C'est pas 15 000 agriculteurs, on aimerait bien qu'il y ait 15 000 agriculteurs sur le département, mais il y a beaucoup de particuliers. Et ben pour eux aussi, avoir une eau sous pression, c'est forcément plus adapté. Ça leur permet de délaisser l'eau potable pour passer sur une ressource brute pour leur usage de jardinage et autres. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ce qu'on ressent, c'est des besoins en eau qui sont beaucoup plus longs pendant la saison. On a notre période de forte consommation en eau qui s'est agrandie. On peut aujourd'hui facilement enregistrer au mois de septembre des consommations en eau qui sont proches d'un mois de juin. Alors cette année, ce n'est pas représentatif du tout, mais c'est une vraie tendance avec des besoins en eau très forts en septembre qui peuvent même se poursuivre début octobre, ce qu'on n'enregistrait pas du tout il y a une dizaine d'années. Sur le canal, et on va aussi avoir les phénomènes de canicule vont nous générer des besoins en eau très très forts, une tension sur le réseau avec des fonctionnements sur des pompes H24 avec des intensités de consommation qui sont beaucoup plus fortes que ce qu'on pouvait enregistrer il y a une dizaine d'années. Et le dernier point, ce serait bien évidemment des sollicitations du canal de plus en plus importantes pour amener l'eau sur des territoires qui sont en demande, qui sont en souffrance, où on nous dit quand est-ce que vous amenez les tuyaux chez nous. Il y a deux types de projets. Il y a les projets qui sont situés proches du canal, on peut appeler ça des dents creuses, où là c'est assez facile de se projeter, d'étudier des projets d'extension pour desservir 100-200 hectares à proximité. Donc ça, on fait pas mal de projets comme ça. Et après, il y a les projets ou des sollicitations qui sont plus éloignées de notre périmètre, où là, il faut construire, je dirais, un vrai projet de territoire. Faut sortir d'une réflexion purement canal, réfléchir avec les collectivités locales, les financeurs, le canal, les agriculteurs, pour arriver à faire émerger des vrais projets de plus grande ampleur pour arriver à irriguer des milliers d'hectares supplémentaires. Donc il y a vraiment deux catégories de projets, et là on est vraiment confronté à une multitude de sollicitations pour amener l'eau sur les secteurs non sécurisés. Et du coup, dans vos choix, quels sont les paramètres qui interviennent quand vous faites des choix pour prioriser, puisqu'on parlait de priorisation à l'échelle régionale, mais à l'échelle du canal, c'est aussi vrai. Oui, c'est un exercice complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut travailler sur les trois volets, les schémas que tu avais présentés tout à l'heure avec la sécurisation de nos ouvrages anciens, la modernisation et l'extension. C'est vraiment les trois volets sur lesquels on veut travailler de façon concomitante.
Alors, la sécurisation de nos ouvrages anciens, le canal, vous l'avez vu, il a 160 ans. Son artère principale, c'est ce qui conditionne l'approvisionnement des 12 500 hectares. Donc, on ne peut pas le laisser de côté. Donc, il faut mettre de l'argent dedans. Donc, on a une part de notre investissement qui va là-dedans et qui va peut-être y aller de plus en plus dans la mesure où les financements publics sur ces sécurisations de réseau vont en diminuant. Sur le département, on a la chance d'avoir le département de Vaucluse qui est à nos côtés encore sur la sécurisation de ces réseaux. Mais c'est une vraie problématique pour Carpentras, mais je pense pour tous les gestionnaires de canaux de la région, d'arriver à pérenniser ces structures qui ont des centaines d'années. Après, une fois qu'on a consacré une part à la sécurisation, reste modernisation et extension. C'est vrai que pendant certaines années, les financements ou les priorités du canal ont été vers l'extension. Aujourd'hui, on veut faire ça de front, mener de front le projet de modernisation et d'extension. Parce que finalement, on est d'accord que les agriculteurs qui sont sur des secteurs encore en irrigation gravitaire ont l'eau. Bon, c'est déjà bien. Mais si vous avez une eau qui n'est pas adaptée à aux techniques modernes de culture, ils vont se détourner de la ressource canal et aller vers des forages, des choses comme ça. Donc il faut vraiment avancer de front. Et pour arriver à prioriser nos projets, on s'est fait des grilles de critères internes avec une entrée économique, le retour sur investissement, une entrée sociale, implication des collectivités, critères environnementaux aussi. Est-ce qu'on va pouvoir venir en substitution d'une ressource déficitaire? En fait, s'est fait notre petit grille de critères internes pour pouvoir prioriser nos projets. Et surtout, c'est d'autant plus important sur les projets d'extension, où je pense que c'est important que le canal ait une vraie transparence dans les choix des projets, parce que c'est difficile, quand on va tirer les tuyaux sur une commune et pas sur celle d'à côté, où les agriculteurs ils sont en demande pareille. Il faut que les choix soient vraiment compris. Pourquoi on est allé sur ce secteur-là et pas sur un autre en priorité. Voilà, donc cette grille, elle est là pour nous aider à prioriser. Maintenant, ça c'est l'exercice idéal. Dans les faits, le critère financement, il vient quand même bouleverser beaucoup de choses. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que le projet, il rentre dans les bonnes cases du FEADER, du PEDER ou je ne sais quoi, dans tous ces critères. Ça va être la base de la réflexion. S'il n'est pas éligible, vous pouvez avoir des projets qui, d'un point de vue du territoire, apparaissent comme prioritaires et très importants à mener. On ne va pas pouvoir les mener à bout. Donc, il ne faut pas se voiler la face. On surfe aussi avec les possibilités de financement, les critères, et on fait évoluer nos investissements aussi en fonction des capacités, des possibilités de financement de chacun de ces types de projets. Je te pose une dernière question sur justement les territoires que vous avez, pour lesquels vous avez fini l'opération de modernisation, le passage gravitaire en sous-pression, et notamment Monteux, sur le territoire de Monteux, que vous allez terminer cet hiver. Est-ce que vous observez une transformation de l'occupation du sol, du territoire, la façon dont le réseau est utilisé? Le secteur de Monteux, je trouvais assez intéressant parce qu'il est assez représentatif de ce qui s'est passé à l'échelle de beaucoup de canaux anciens de la région PACA. Ces canaux ont été tirés sur des terres agricoles très riches. Ils ont fait la richesse de ces territoires pendant de nombreuses années. Et c'est ces secteurs-là qui ont le plus souffert de l'urbanisation et qui ont été le plus grignotés par l'urbanisation. Donc aujourd'hui, on arrive avec un réseau modernisé sur un territoire qui a souffert déjà, où l'agriculture, elle a pris cher, si on peut dire. Le maraîchage déjà était quand même un secteur en difficulté et avec des terres où la pression foncière est très très importante. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait d'amener un outil de production qui soit adapté permet la remise en culture
de terres qui étaient complètement en friche, avec, on voit de la pépinière de vigne, voilà, des greffés, on voit de la fraise, même du raisin de table qui vient s'implanter sur des secteurs qui n'étaient plus cultivés jusqu'à présent, même sur des territoires voilà, qui n'affichent plus un dynamisme important par rapport à d'autres secteurs. Donc on voit les effets positifs de ce changement et puis surtout on voit un retour des exploitants vers la ressource canal qu'ils avaient complètement abandonnée pour du forage individuel parce qu'ils avaient besoin d'évoluer aussi dans leur pratique. Et puis plus classiquement, pour les particuliers, voilà, ils se remettent à faire des jardins, des choses comme ça et à délaisser le réseau d'eau potable pour passer sur la pression, et on voit que l'utilisation du réseau est bien meilleure, le niveau d'utilisation du réseau est bien supérieur, parce qu'on était quand même sur des secteurs, il faut le dire, où le réseau est sous-utilisé, puisqu'il ne répond plus aux attentes des gens du territoire. Très bien, merci. Est-ce qu'on pose question? Oui, il y a une question qui a été posée, mais qui est en lien avec ce que tu dis, Sandrine, sur ta dernière intervention. La première question, c'est pour André, mais peut-être qu'on la dira en conclusion. Donc, sur cette question-là, alors elle t'était adressée, Anna, on y a un petit peu répondu sur la question du SRADET. Donc, le nombre d'hectares identifiés dans ProHydra comme ayant un besoin d'équipement en irrigation pour les 20 prochaines années peut paraître important, 40 000 hectares. Cela représente un peu moins de 20% des superficies régionales ayant accès à l'eau d'irrigation. Dans une région qui a perdu de grandes superficies irrigables en 40 ans, au contraire des autres régions françaises, est-ce que ce n'est pas justement cela, la réorganisation spatiale des cultures dans la région sud, un déplacement forcé de l'agriculture occupée suite à l'urbanisation qui oblige à aménager de nouveaux réseaux dans les secteurs laissés à l'agriculture. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure et c'est ce que Sandrine, tu as illustré sur votre périmètre du canal de Carpentras. Benoît, Benoît Moreau, Société du Canal de Provence. Je posais un peu les mêmes questions. Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui en termes de nouveaux besoins en eau? Alors, vous êtes sur des périmètres de toute façon qui sont équipés avec une eau qui arrive à la borne sous pression. Et votre programme d'investissement se consacre uniquement à l'extension des réseaux. Mais qu'est-ce que vous observez justement comme nouveaux besoins émergents? Je crois qu'on voit, il y a 10 ans, si on avait dit qu'on irriguerait, en tout cas qu'on irriguerait la vigne ou qu'il y aurait un besoin à ce niveau-là, et un consensus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même plus la question de telle appellation d'origine ou telle autre, qui dit aujourd'hui, c'est vraiment la majorité de ces territoires. Pour prendre l'exemple de la vigne, sur le lavandin, c'est un autre exemple. Il y a même 5 ans, qui aurait dit j'ai besoin d'irriguer. Donc on a vraiment une évolution très rapide, un peu comme le numérique, le changement climatique il est là. En fait, quand on est gestionnaire, on s'adapte. Dans le cadre de la concession régionale du canal de Provence, en gros, c'est, sur les 10 à 20 prochaines années, c'est 30 000 hectares qu'il faudra équiper, peut-être plus demain en fonction de l'évolution. Les dynamiques sont rapides. 30 000 hectares, c'est 30 millions de mètres cubes supplémentaires. Alors on pourrait se dire, effectivement, parce qu'aujourd'hui la ressource est là. Alors il y a l'aspect économie d'eau dont parlait André Bernard tout à l'heure. On voit bien que c'est bien des ordres de grandeur atteignables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur de l'irrigation, tous les projets d'irrigation, que ce soit, les nouvelles extensions, c'est de l'irrigation localisée. Donc c'est de l'irrigation qui, effectivement, par hectare, on est sur parfois quelques centaines de mètres cubes, on est plus dans un système d'assurance à l'exploitation que dans l'irrigation telle qu'on l'a vu dans le passé. Les images que malheureusement une bonne partie aussi du grand public a de l'irrigation, de gros volumes de dépenses. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. L'irrigation, demain, c'est effectivement des mètres cubes et même pas forcément tous les ans. C'est-à-dire que l'irrigation de la vigne, ça ne sera pas forcément tous les ans, ou en tout cas avec des volumes relativement faibles. Donc je crois que c'est important d'avoir ces ordres de grandeur,
que c'est atteignable pour notre région. Pourquoi? Pour l'exemple du canal de Provence, grâce au barrage hydroélectrique, hein, donc c'est un autre système, il y a bien une mutualisation des usages et on a, dans le cadre de la concession régionale, effectivement des ouvrages, carrément du stockage, hein, de l'eau dans ces ouvrages pour plus de 250 millions de mètres cubes. Et aujourd'hui, l'été, on utilise un tiers seulement de ce stockage. Hein, donc c'est de l'eau qui est stockée à d'autres moments, hein, au moment où ça pleut. Donc la problématique, et c'est vrai aussi pour les canaux gravitaires, puisque c'est serre-ponçon aussi, d'une manière qui sécurise. Donc on a des infrastructures, on a une irrigation qui finalement est peu et sera économe en eau. Donc aujourd'hui, ça vient fort et vite. On est fortement sollicité pour la priorisation sur les territoires. Effectivement, la question du financement, c'est la vraie question d'aujourd'hui. Je crois que avec la région concédant, on a réfléchi aussi à cette problématique du financement, sur la priorisation aussi sur l'ensemble de ces territoires. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui fait aussi la consensus, ce qui n'était pas le cas là il y a peut-être encore même 2-3 ans seulement, la nécessité de la participation financière des bénéficiaires. Ça a toujours été le cas pour l'eau potable, pour l'arrosage, pour les industriels, parce que nous on est vraiment dans des ouvrages multi-usages pour le côté canal de Provence. Ça l'était pas pour l'agriculture, hein, jusqu'à présent. Les niveaux de financement public étaient bien plus importants, et aujourd'hui ça l'est. Et donc dans tous nos projets, on a différencié par territoire. Il y a une contribution effectivement des agriculteurs, et on discute sur chaque territoire pour adapter évidemment cette contribution à la capacité économique suivant les territoires. La capacité économique n'est pas la même entre la viticulture, entre les plantes à parfum, ou de la polyculture plus classique sur d'autres territoires. Donc voilà un peu l'état. Donc on le voit très fortement, effectivement, ce besoin. Je voulais vous questionner aussi sur le fait que la Société du Canal de Provence s'engage beaucoup sur l'expérimentation en matière d'irrigation et d'autres pratiques agricoles permettant d'atténuer le besoin en eau. Juste comment vous le faites et pourquoi vous le faites aussi en accompagnement de votre politique d'aménagement? Alors, la Société du Canal de Provence, elle a plusieurs métiers. Elle a un métier qui est d'être le concessionnaire de la région pour la concession du Canal de Provence, c'est ce qu'on vient de dire. Elle a un autre métier qui est de faire de l'ingénierie et des services, je vais y revenir. Et elle a un dernier métier aussi sur la production d'énergie renouvelable en lien avec le sujet dont on parle. En gros, pour dire, l'idée aujourd'hui, c'est pas l'eau ne sera pas la seule réponse. Hein, c'est quand même ce qui a été dit, c'est qu'il faut des solutions alternatives. Alors pour consommer moins quand on irrigue, mais aussi des solutions de type ombrière intelligente, hein, les ombrières photovoltaïques qui permettent le contrôle climatique, à la fois ombrage pour le gel, la grêle, etc. Pour les coups de chaud. Aujourd'hui, on fait des expérimentations simplement de brumisation, par exemple, parce que ça sera plus que le problème de l'irrigation, mais le problème aussi de la chaleur. Et 2019 a été malheureusement une année avec 2 gros épisodes à 45 degrés. Et là, la vigne ou d'autres cultures brûlent, tout simplement, même si elle est arrosée d'eau. Donc on expérimente beaucoup dans ce domaine-là, parce qu'on se dit, il n'y a pas qu'amener l'eau, il n'y a pas qu'être aménageur hydraulique, il y a aussi tester avec les chambres, tester avec les filières. On travaille aussi avec les filières amandes aux pistaches pour identifier des besoins en eau. Et le test de dispositifs économes en eau, notamment les capteurs de flux de sève et autres, qui sont des techniques à la pointe pour mettre que ce dont on a besoin et au moment où on a besoin. Ça, c'est vraiment la clé de tout ça, parce que amener l'eau ne suffira pas, parce qu'on sera limité en ressources de toute façon, et qu'on aura besoin d'économiser la ressource. Donc je crois que le message maintenant il est mature pour une région comme la région sud,
c'est effectivement, on a des ouvrages, les anciens ont bien fait le boulot, donc c'est une chance, et maintenant il faut quand même qu'on ait les dispositifs économes en eau et les projets d'extension, le financement pour mettre tout ça en œuvre. Merci. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres questions? C'est un peu limitant, mais... Donc je pose la question qui vous était posée, André, et après on laissera la parole donc, excusez-moi, à Philippe Pierron. Donc André, pouvez-vous expliquer le mécanisme financier dont vous avez parlé dans vos propos introductifs qui pourrait permettre ou apporter de nouvelles sources de financement pour les extensions d'irrigation par les installations de panneaux photovoltaïques sur le foncier agricole? C'est une question qui nous a été posée. Ouais, alors, le photovoltaïque, c'est quelque chose qui interpelle fortement la profession agricole parce que et dans le photovoltaïque, il y a deux photovoltaïques. Il y a l'agrivoltaïsme dont vous venez de parler, celui qui permet de continuer à produire en quelquefois protégeant les cultures, en atténuant l'effet de la chaleur. Ça, c'est parfait, agrivoltaïsme. Après, il y a tout ce qui est mis sur les toitures, c'est parfait. Mais ça ne suffira pas aux besoins. Et on va aller vers de l'occupation de l'espace agricole à faible potentiel, qui n'a pas forcément de ressources en eau disponibles, et qui va transformer le soleil en énergie pour satisfaire les besoins de la société, mais qui va permettre aux collectivités qui vont en être sur leur territoire, de recevoir une taxe à la production énergétique. Et ce que je prône, c'est qu'on prélève 10 ou 15% de cette taxe-là, que les communes vont percevoir, parce qu'un projet photovoltaïque, ça s'échelonne sur 30 ans. Donc chaque année, on prélève une partie de cette taxe-là, qu'on l'affecte à la dynamique des territoires. Et la dynamique des territoires, pour l'instant, c'est pas de créer des aéroports ou de mettre la fibre optique, c'est de mettre l'eau sur les territoires au bénéfice de tout le monde. Donc une partie serait posée là. Ça sert de levier pour aller chercher du FEDER, parce que c'est bien du multi-usage qu'on va faire. L'idée, elle est là, c'est-à-dire, si j'ai du photovoltaïque au sol, il est taxé. Il y a une partie de la taxe que je réintroduis au bénéfice de mon territoire, alors sur le département ou l'interco à réfléchir, et ça permet aux collectivités d'aller chercher du FEDER. L'idée, elle est là. Bon, vous savez, quand on est paysan et qu'on est pauvre, on cherche à optimiser les choses. Le soleil va permettre d'avoir de l'énergie propre, renouvelable, mais va générer une taxe que les collectivités vont encaisser. Moi, je dis aux intercos, aux départements, cette taxe, il y en a une partie on l'a réinvestie et on s'en sert de levier parce qu'on a écrit dans le CPER, sécurisation en eau sur le territoire, et qu'on est allé chercher la ligne FEDER. Voilà, donc là, effectivement, on en a encore pour quelques années, mais le pas de temps dont on travaille, on est là sur 10-15 ans. Sur la programmation qui arrive là, qui est en discussion, il faut absolument qu'on arrive à écrire dans le CPER la sécurisation sur les territoires et qu'on fasse évoluer. On a fait passer une motion au niveau de la PCA il y a 15 jours sur l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque. Ce travail-là, il est en cours pour aller plus loin. Dire qu'une partie de puisque c'est l'espace agricole qui est concerné, on va prendre de l'espace agricole pour faire du photovoltaïque. Et bien, il y en a une partie du produit qui revient pour dynamiser les territoires. Quand on parle de circuit court d'économie circulaire, je pense que là, on y est tout à fait. Le soleil nous brûle, on en fait une richesse, je prends une partie de la richesse que je remets, et ce que j'ai mis là, je vais aller chercher d'autres moyens pour rattraper le retard que nous avons dans cette région, et dans ce pays en particulier. Parce que, là, je vais parler en tant que national, nous avons la chance d'avoir des réseaux d'irrigation qui sont ancestraux des aménagements qui ont été faits le siècle dernier, c'est reposant le Verdon, des sociétés qui aménagent. J'ai des collègues dans d'autres régions en France, ils n'en sont pas là. Ils n'ont même pas de quoi faire boire leurs vaches. Parce que un citoyen qui met des cuves en bas de ses gouttières, c'est un bon citoyen. Et un paysan, quand les agriculteurs veulent faire un trou pour récupérer de l'eau, ce sont des criminels. Il faut qu'on fasse changer tout ça. Je veux dire, tous les consommateurs que nous sommes, nous consommons de l'alimentation, qu'elle soit végétale ou carnée, et dans cette alimentation, il y a de l'eau. Et de l'eau, on a la chance d'être un pays qui envoie encore tomber de façon raisonnable, même s'il y a une légère baisse,
Par contre, de plus en plus, de façon irrégulière. Donc il faut qu'on sache la stocker. Vous avez parlé de stockage. Oui, il faut stocker de l'eau. Et ce volume-là qui est stocké, il n'impacte pas le milieu. Alors, il ne faut pas le prendre n'importe comment, à n'importe quand. Mais il y a des moments où on peut stocker quelques dizaines de milliers de mètres cubes pour sécuriser l'agriculture. Et l'agriculture, ce n'est pas le bénéfice que des agriculteurs. C'est notre indépendance alimentaire dont il est question. On est quand même un peu fou dans ce pays de ne consommer que 3% de l'eau qui nous tombe sur la tête et d'importer de pays qui n'ont pas la même ressource que nous pour nous nourrir et les assoiffer, les affamer. Mais je pense que quelque part, il faut qu'on se pose réellement la question. 3% de l'eau qui tombe sur notre territoire est utilisée par l'agriculture. Nous sommes à moins de 5% de la capacité de stockage. Nous sommes une région exemplaire parce qu'on a un stockage qui est très important. Et on a, excusez-moi de revenir, on a quand même le Rhône qui est quand même un fleuve important. Il y a une étude qui est en train d'être faite sur les volumes d'eau qui ont été prévus pour l'agriculture chaque fois qu'il y a eu des ouvrages. Et ce que nous consommons aujourd'hui. Je ne vais pas donner les chiffres, mais en clair, nous consommons que 15% de ce qui a été prévu pour l'agriculture. Alors même si effectivement il y aura une baisse dans le débit du Rhône, ok, mais la part que prélève l'agriculture aujourd'hui, c'est moins d'un jour du débit du Rhône dans l'année. Si demain on passe à 2, ça ne se verra pas. Et parce qu'on va le faire aussi avec des systèmes économes. C'est sûr que ce n'est pas pour inonder des champs. Et donc c'est là où il faut qu'on réfléchisse tout ça. On a un défi majeur, c'est de s'adapter à ce réchauffement climatique et répondre à un phénomène de société, c'est l'augmentation du besoin par la population. Sur une génération, on a multiplié par 3 le nombre d'humains sur la planète. On a besoin de se préoccuper de tout ça. Alors je sais que mes propos sont... mais je vais m'adresser aux agriculteurs. Il y a 30 ans, quand Maurice Rigaud, président de la Chambre régionale, parlait, à ma place, dans les années 85, il parlait de quoi? Il parlait de PIM, de contrats de plan, de financement. J'ai dit, Maurice, tu nous emmerdes avec ton truc. Je sais qu'aujourd'hui, je vous emmerde, les paysans. Mais aujourd'hui, vous m'avez confié une mission, c'est d'essayer de trouver pour cette région des solutions que nous devons construire tous ensemble. Voilà. Oui, merci. Merci. Donc on va passer au troisième et dernier témoignage. Donc Philippe Piron à l'Agence de l'eau. Donc positionnement un peu différent. Comment l'agence, alors au travers Pro-Hydra, puisqu'on a co-piloté cette étude, et de manière générale sur les besoins en évolution, on va dire, des réseaux existants, comment vous intervenez et quelles sont, vous, vos priorités? Alors, moi je vais parler milieu, bien évidemment, puisque le cœur de métier de l'Agence de l'eau, c'est effectivement d'avoir une meilleure gestion de la ressource en eau, de faire en sorte qu'il en reste suffisamment dans les milieux naturels pour que ces milieux puissent fonctionner correctement. Alors il y a quelques années, on a fait une étude sur un ensemble de bassins versants dits déficitaires pour essayer d'estimer quel était le besoin de ces milieux. Et cette étude, elle visait à se dire finalement, si on arrive 4 années sur 5 à être dans des conditions normales de fonctionnement, c'est-à-dire pas de déclencher, d'arrêter sécheresse, finalement on sera très bien. Et cette étude, il y a donc quelques années, a chiffré sur l'ensemble de tous les territoires déficitaires qui sont en orange sur la carte qui vous est présentée, elle l'a chiffré à 26 millions de mètres cubes. Donc, chiffre à comparer aux 28 millions qui nous ont été proposés tout à l'heure sur les besoins en termes d'extension. Et chiffre aussi à comparer avec le changement climatique. Parce qu'à l'époque, on ne pensait pas que ce changement climatique allait venir aussi vite. Et finalement, on ne l'avait pas forcément intégré dans ce chiffre-là. Donc, on sait qu'on a un effort à faire. Et on sait que les 100 millions qui ont été proposés, ils sont à l'échelle de ce qu'il faut faire pour que finalement nos territoires soient à un bon équilibre entre les besoins des usagers, que ce soit l'agriculture, c'est le sujet aujourd'hui, mais également des autres besoins que sont l'eau potable et l'industrie, et les besoins du milieu naturel pour qu'ils puissent avoir un fonctionnement correct.
Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi vous intervenez en faveur des milieux aquatiques? Quel est votre objectif dans le retour des volumes à la rivière? Alors, il y a plusieurs objectifs en fait. Certes, on pense tout de suite aux poissons. C'est ça, effectivement, pour une première chose. Mais on ne pense pas qu'à ça. En fait, on s'est aperçu que quand on a une rivière qui fonctionne normalement, c'est-à-dire qui n'est pas en souffrance, notamment pendant les périodes d'étiage, finalement, elle rend plein de services. Elle rend des services à la société de façon générale, parce que c'est des milieux qui sont beaucoup plus agréables, sur lesquels on peut aller se promener, et qui finalement permettent d'avoir des retours d'un point de vue économique sur les territoires, puisqu'il y a des gens qui viennent pour se promener, pour profiter finalement de la nature qui les entoure. Et on a bien vu que dans cette période un peu tendue là qu'on vient de vivre, finalement c'était quelque chose qui était indispensable pour la société. Ça, c'est une deuxième raison. Et puis la troisième raison, je dirais, c'est que aussi une rivière qui a suffisamment d'eau, elle peut recharger les nappes qui sont autour. Et en rechargeant ces nappes, finalement, on se préserve d'avoir toujours à permanence une réserve d'eau pour l'alimentation en eau potable. Donc on a un effet bénéfique, certes pour la biodiversité, mais également pour d'autres aménités qu'on pourrait avoir autour de cette rivière. Il y avait une deuxième carte, je ne sais pas si... oui, c'était peut-être pour proposer des pistes de solutions. Là, vous avez en vert les territoires et en orange les territoires sur lesquels les déficits sont les plus marqués sur notre région. Et ce qu'on a cherché à mettre en place sur ces territoires, c'est ce qu'on appelle des plans territoriaux de gestion de l'eau. L'objectif, c'est que autour des territoires, les acteurs de ce territoire, que ce soit les agriculteurs, les collectivités locales, l'administration, tout le monde se mette autour de la table et se dise finalement quelle est notre capacité, quel effort on est prêt à faire ensemble pour essayer de retrouver un équilibre et de pouvoir se partager l'eau. Et donc ces plans territoriaux, on les encourage fortement à se mettre en place pour que tout le monde puisse se mettre autour de la table et qu'on puisse discuter. Et là, moi, je vous rejoins, Monsieur Bernard, sur la nécessité de trouver un juste milieu entre les besoins d'extension, les besoins de modernisation dont on a parlé tout à l'heure, et puis les besoins du milieu naturel, pour que chacun puisse trouver la juste part de l'investissement. Et c'est vraiment, on voit les premiers effets de ces plans de gestion qui sont proposés sur ces territoires. On voit bien que quand on arrive à trouver un compromis entre tous les partenaires, finalement on arrive facilement à monter les plans de financement derrière et proposer des aménagements qui répondent à tous les objectifs sur ces territoires. Alors les chiffres peuvent faire peur, hein, tout à l'heure on s'est fait peur, mais on arrive à monter ces plans de financement et je suis persuadé qu'on pourra trouver des solutions. Une dernière question sur l'enjeu plus de gestion de l'eau à la parcelle. L'agence de l'eau intervient aussi sur certaines, pour soutenir certains programmes d'expérimentation, que ce soit sur du matériel d'irrigation, du pilotage ou des solutions alternatives. Tu peux nous donner des exemples ou des lignes de un exemple récent là sur la filière viticole qui est venue nous voir pour plusieurs éléments. En fait, elle travaille, je dirais, presque les trois compartiments. Elle travaille le comportement du sol, sur lequel elle cherche à améliorer finalement la structure du sol pour qu'il soit en capacité d'accueillir une plus grande réserve d'eau. Elle va travailler aussi, cette filière viticole, sur les nouveaux cépages. Finalement, est-ce qu'on arrive à trouver des cépages qui donneront la même qualité de vin, mais qui seront en capacité de mieux résister aux périodes de sécheresse et dont Benoît tout à l'heure évoquait les 45 degrés. Effectivement, il faut trouver aussi des cépages qui sont en capacité de pouvoir continuer leur cycle végétatif dans ces températures-là. Et puis le dernier volet, c'est la question des ombrières, sur lequel aussi on est présent, effectivement, pour essayer de diminuer les besoins en eau, en protégeant les parcelles de ces ombrières. Donc sur un programme finalement assez complet, on essaye d'accompagner, alors nous, notre apport c'est un apport financier, donc accompagner cette recherche afin de pouvoir trouver
des solutions qui pourront être mises en place en complément de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire bien évidemment les économies d'eau en modernisant les canaux, en les régulant d'une meilleure façon, et puis en travaillant sur de la substitution. Quand on a fait tout ce qu'on pouvait faire en matière d'économie d'eau, bien évidemment, souvent il faut aller aussi vers de la substitution temporelle, comme vous l'évoquiez, ou même aller chercher de l'eau sur des territoires qui sont un peu plus riches en matière d'eau potable. Merci. Du coup, merci. Donc, merci donc à Sandrine, Benoît, toi, Anna et Philippe donc, pour ces interventions. Et Monsieur Bernard, le mot de la fin vous revient. Cette conférence. Vous n'avez pas trop fait parce que si je le lâche, ça risque de durer longtemps, mais je vais essayer d'être bref et concis. Effectivement, je crois que tout ce qui vient d'être dit est très important. Et je crois que M. Piron, vous avez soulevé, effectivement, ça passe par tous les travaux d'expérimentation. Et je crois qu'on peut saluer au passage l'engagement de l'Agence de l'eau depuis quelques années auprès des stations expérimentales dans la région et des instituts. Tout ce que vous venez de dire sur la viticulture, nous l'avons sur le concentré à Piolin. Je crois que vous êtes partenaire, puisqu'effectivement, il y a des ombrières, il y a des cépages résistants qui peuvent se passer de traitement. Et en 2018, l'année où, effectivement, il y a eu jusqu'à 25 ou 28 traitements faits par certains agriculteurs, et on a des vignes qui ont produit des raisins sans aucun traitement. Et nous venons de planter l'année dernière, en 2019, les cépages de la 3e génération, conduite avec un système de goutte à goutte enterré à 70 cm de profondeur et un goutte à goutte en surface au début, et qu'au pied des vignes, il est installé un paillage végétal fait avec des espèces résistantes à la sécheresse pour rafraîchir éviter l'évaporation, rafraîchir le sol, sans prendre de l'eau, hein, avec des vignes qui ne sont pas taillées, qui ne sont pas façonnées pour limiter les angles qui permettent une meilleure circulation de la sève. Tout ça dans le but d'aller vers moins de besoins d'eau, moins de besoins d'intrants. L'objectif de cette vigne, c'est d'arriver, quand ça fonctionnera, à ne plus traiter, à arroser au minimum et à ne pas tailler. Bon, tout ça pour arriver à un produit. Après, je crois que le CRIAM, qui est la fusion du CIRAM et de l'ARDEPI, qui sont deux structures qui vont parler plus aux agriculteurs, à pas mal de monde. CRIAM Sud aujourd'hui, on a regroupé les deux pour donner plus de consistance et travailler avec la SCP sur toutes ces expérimentations-là. Parce que oui, il faut expérimenter avant de donner aux agriculteurs l'outil à utiliser. La diffusion des sondes capacitives à lecture à distance, c'est quelque chose qui marche très fort en ce moment, hein, puisque de plus en plus d'agriculteurs s'équipent pour voir qu'est-ce qui se passe dans le sol. Quand j'irrigue, c'est pas la peine d'arroser 3 heures. Si dans 1 heure, j'ai rempli le sol, il faut peut-être que je revienne plus souvent. Et je vais prendre un exemple. Mon exemple, quand j'étais gamin, à 10 ans, j'allais arroser à l'arrêt, et on estime qu'on apportait 40 000 m3 d'eau à l'hectare. Quand je me suis installé à 20 ans, j'ai acheté un enrouleur, les asperceurs, on était à 7 000 m3 à l'hectare. 7-8 ans après, je suis passé au goutte à goutte, on était à 5 000. Et aujourd'hui, mes fils utilisent des sondes capacitives, et on peut descendre, si on a l'automatisation, à 2 500 m3 à l'hectare. Donc voilà la marge de progrès sur une génération, quoi, sur 30 ans. Donc effectivement, on a devant nous des outils aujourd'hui, par la technologie, qui nous permettent d'aller plus vite. Ce qu'il faut, c'est être sûr de ce qu'on donne comme information aux agriculteurs. Et là, effectivement, il faut accompagner les agriculteurs dans ces investissements-là, parce que c'est quand même quelque chose qui va permettre encore de réduire le volume utilisé. Et je conclurai par ça, je crois que tous ensemble, travaillons, unissons nos forces et compétences pour aller chercher 10-15 millions de plus de capacité d'investissement par an sur cette région, pour que le programme qui est ambitieux et indispensable sur ce territoire, on puisse le mener dans un temps le plus bref possible, pour que nos jeunes agriculteurs puissent s'installer dans de bonnes conditions. Voilà. Merci.